Le film commence lorsqu'un ouvrier allemand nommé Georg Elser place des bâtons de dynamite artisanale dans un pilier de pierre. Il vérifie ensuite le mécanisme de l'horloge de la bombe qu'il a fabriquée et referme le trou dans le pilier. Georg s'assure que tout est bien caché pour que personne ne soupçonne ce qui est sur le point de se produire. Pendant ce temps, il semble qu'il se soit blessé en manipulant les matériaux. Il a plusieurs coupures sur la main et ressent une gêne au niveau des genoux. C'est tard dans la nuit du 7 novembre 1939 et Georg se trouve actuellement au Burger Brockele, une immense brasserie à Munich, en Allemagne. Cet endroit va bientôt accueillir de nombreux hauts responsables du parti nazi. Georg termine son travail et devine où sa cible va s'asseoir. Sachant que les explosifs sont placés juste derrière le podium, il quitte le bâtiment. La scène bascule brusquement au lendemain, le 8 novembre 1939, dans le même endroit. Adolf Hitler, le chancelier allemand et la cible de l'assassinat, est accueilli sur le podium par ses pairs. Il est là pour prononcer son discours annuel, commémorant la tentative de coup d'État raté du parti nazi pour renverser la République de Weimar, 16 ans auparavant. Il se tient sur le podium, juste en face du pilier où la bombe artisanale est placée. Ailleurs, dans la ville de Constance, Georg vérifie frénétiquement sa montre de poche avant de se diriger vers la frontière germano-suisse. Il est sur le point de franchir la clôture de la frontière lorsque, soudain, 2 officiers allemands l'interpellent. Georg explique qu'il cherche une connaissance de la société locale de folklore. Cependant, les officiers doutent de ses intentions car il tient une pince coupante dans ses mains. Peu après, ils emmènent Georg à leur poste et confisquent tout ce qu'il porte. Cela inclut plusieurs éléments compromettants comme la pince coupante et un plan d'un bâtiment. Georg ne cesse de regarder une horloge murale pendant qu'il est fouillé, il est 9 heures du soir. Il sait qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant que l'explosion ne se produise. Soudain, un officier remarque l'insigne du parti communiste d'extrême gauche, le Front Rouge, sur le revers de son manteau. Georg est informé que porter un tel insigne est illégal et est contraint de faire face au mur. L'officier nazi remarque bientôt que le suspect a plusieurs blessures et l'enferme immédiatement en cellule. Georg attrape sa montre de poche, presque tremblant d'anxiété en regardant l'heure. À exactement 9h20 du soir, une explosion massive se produit à Munich. Georg reste assis au poste de détention, sans savoir si l'assassinat a réussi ou non. Ailleurs, un officier du bureau principal de la sécurité du Reich est informé des événements qui viennent de se produire à Munich. Le calme relatif se transforme en chaos alors que les soldats sont mis en alerte maximale. Pendant ce temps, le village de Georg est approché par un convoi dirigé par le chef de la police criminelle, Arthur Nebe. Il ordonne au chef local du parti nazi, Eberl, de convoquer tous les proches de Georg Elser sur la place du village. Eberl est surpris par cet ordre car il sait que les Elser sont des citoyens respectueux des lois. Cependant, Nebe semble extrêmement furieux et veut que son ordre soit exécuté à tout prix. Bientôt, les autorités trouvent la famille de Georg, y compris son ex-fiancée Elsa. Elle et ses 2 enfants sont arrêtés et placés à l'arrière d'un camion. Mais Eberl intervient à la dernière minute et ramène les enfants en lieu sûr. Un peu plus tard, Nebe examine les images des conséquences de l'explosion avec ses officiers. Il est stupéfait par l'ampleur des dégâts causés. Dans la scène suivante, Georg est menotté et amené dans un bureau d'enquête à Berlin. Il remarque rapidement des instruments de torture placés sur une table voisine. Nebe et plusieurs autres officiers arrivent également dans la pièce, mais Georg refuse de les saluer avec le salut nazi. Il choisit plutôt une salutation plus neutre, « Bonjour ». Nebe se présente néanmoins et informe Georg qu'il est responsable de cette affaire. Il présente également Heinrich Müller, chef de la Gestapo, qui supervisera l'enquête avec lui. Nebe demande à voir les genoux de Georg et lui ordonne d'enlever son pantalon. Ce dernier s'exécute et on voit que les genoux de Georg sont fortement contusionnés. Cela semble confirmer les soupçons du chef de la police, Georg a bien installé la bombe lui-même. Nebe informe alors le suspect qu'Hitler est toujours en vie, mais que l'explosion a coûté la vie à cet innocent. Il s'avère que le Führer a quitté l'événement 13 minutes avant la détonation de la bombe. Cette révélation dévaste Georg, car c'était sa seule chance de tuer Hitler. Müller commence alors l'interrogatoire formel en demandant à Georg son nom complet et son lieu de naissance. Mais au lieu de répondre, Georg commence à fredonner un air qui le plonge dans un flashback. Il se remémore 1932 lorsqu'il profite du lac de Constance avec ses amis. Georg est un menuisier talentueux et un joueur d'accordéon qui mène une vie modeste mais satisfaite. Il travaille actuellement dans une petite usine d'horlogerie à Constance. Un après-midi, Georg reçoit une lettre lui annonçant que son père alcoolique a vendu 2 champs. L'un d'eux est le terrain le plus précieux que sa famille possède. Georg est donc contraint de rentrer chez lui pour régler des affaires personnelles. Quelques jours plus tard, il arrive dans son village natal de Königsbrunn, un village agricole du sud de l'Allemagne.
Il salue sa mère avec une chaleureuse étreinte tandis que son père, complètement ivre, est allongé sur un banc à proximité. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'il coupe du bois dans la cour, Georg remarque son père cherchant un pichet de cidre. Il ne peut plus tolérer cette situation et confronte l'homme âgé à propos de son habitude de boire. De retour au présent, Müller est mécontent que Georg semble ailleurs. Il le gifle et lui donne une dernière chance de donner son nom et son lieu de naissance. Mais Georg reste impassible et refuse de prononcer un seul mot. Müller le fait alors attacher à un lit et commence à le torturer. Georg hurle de douleur tandis qu'un officier le fouette brutalement, mais il refuse toujours de parler. Un peu plus tard, la torture cesse temporairement et Georg est jeté dans une cellule. Nebe et Müller débattent sur la manière de convaincre le suspect d'écrire une confession écrite de ses crimes. Nebe demande ensuite une liste des membres de la famille de Georg qui ont été placés en détention. Il semble avoir une idée pour briser mentalement le suspect. Quelques heures plus tard, Georg, ensanglanté et couvert d'ecchymose, est de retour dans la salle d'interrogatoire. Nebe amène Elsa, une femme mariée que Georg a fréquentée pendant plusieurs mois. Le suspect comprend immédiatement ce que la police fera à Elsa s'il ne parle pas. Ainsi, il décide d'avouer ce qu'il a fait et donne ses informations personnelles. Georg souligne qu'il n'est affilié à aucun parti politique et qu'il a agi seul. Nebe refuse de le croire car il portait un insigne du Front Rouge. Mais Georg répond qu'il est un homme libre et qu'il n'a pas besoin d'être affilié à un parti pour faire ce qui est juste. Après le premier tour d'interrogatoire, Nebe et Müller impriment la déclaration du suspect et la présentent à un parlementaire. Mais ce dernier refuse également de croire que Georg a agi seul. Nebe est donc contraint d'admettre qu'il n'y a pas assez de preuves pour démontrer qu'une autre personne a ordonné l'attentat. Cependant, le parlementaire exige qu'ils intensifient leur enquête. Quelques jours plus tard, Georg écrit une lettre de confession détaillant ce qu'il a fait et comment il l'a fait. Cependant, Nebe et Müller refusent catégoriquement de la croire. Ils veulent savoir où il a obtenu les matériaux pour fabriquer la bombe et qui lui a donné l'ordre de mener l'assassinat. Frustré par leur refus de le croire, Georg invente une histoire élaborée. Il affirme qu'il a reçu un appel de Winston Churchill lui demandant personnellement de tuer Hitler. Cela irrite les officiers, et Müller ordonne à ses hommes d'attacher à nouveau le suspect. Georg est pleinement conscient du type de torture qui va suivre, alors il demande désespérément un stylo et du papier pour illustrer comment il a exécuté son plan. La scène se déplace ensuite à quelques années plus tôt, lorsque Georg se trouve dans un pub de Königsbrunn avec ses amis. Eric, un homme d'affaires local et le mari d'Elsa, entre avec le visage couvert de contusions. Il rejoint son ami avec un verre de bière et admet que c'est sa femme qui lui a infligé ses blessures. Il affirme fièrement qu'elle n'osera plus jamais lever la main sur lui. Sentant qu'Elsa pourrait être gravement blessée, Georg se précipite chez elle, seulement pour la trouver allongée sur le lit. Elle pleure à chaudes larmes et a une profonde ecchymose sur le côté droit de son visage. Inquiet, Georg essaie de la réconforter, et Elsa se penche pour l'embrasser. On découvre alors que les deux entretiennent une intense relation amoureuse depuis plusieurs mois. Ainsi, le duo finit par faire l'amour et commence officiellement leur liaison. De retour dans la prison nazie, Georg explique à Nebe comment il a pu accumuler la poudre à canon dans l'usine sidérurgique où il travaillait. Il révèle également qu'il a pu voler les matériaux nécessaires à la fabrication de la dynamite dans une carrière voisine. Nebe veut que Georg admette qu'il protège quelqu'un d'autre, mais ce dernier insiste fermement sur le fait qu'il a agi seul. Pour prouver son point, Georg montre comment il a fabriqué 2 mécanismes d'horloge et un détonateur qui ont finalement déclenché l'explosion. Alors que l'interrogatoire et la torture se poursuivent, Georg plonge également dans ses souvenirs. Un bel après-midi, lors d'un pique-nique, Elsa révèle qu'elle est enceinte. Mais elle n'est pas certaine si l'enfant appartient à Georg ou à son mari alcoolique et viol, Eric. Pendant ce temps, la propagande nazie commence lentement à empoisonner les cœurs et les esprits des habitants des régions rurales d'Allemagne. Les membres du parti nazi sont partout et quiconque s'oppose à eux est emprisonné. Georg et son ami Joseph, membre du parti d'opposition, Front Rouge, écoutent régulièrement les nouvelles soviétiques à la radio. Ils apprennent qu'Hitler a récemment ordonné le bombardement d'une ville espagnole, tuant 260 civils innocents. Cela met Georg en colère, et il veut y mettre fin. Mais il découvre bientôt qu'Hitler prévoit d'attaquer la Pologne. Les choses commencent également à mal tourner dans sa vie personnelle lorsqu'Eric surprend Georg en train d'embrasser sa femme. À ce moment-là, Georg loue une chambre au sous-sol de la maison d'Eric et passe régulièrement du temps avec Elsa. Un Eric furieux jette alors sa femme à terre et donne des coups de pied brutaux à son ventre de femme enceinte. Mais Georg réagit fermement en attrapant un couteau et en menaçant de tuer le mari alcoolique s'il ne s'arrête pas. Les semaines passent, tandis que sa vie personnelle est en plein tumulte, Georg commence à planifier comment mener l'assassinat. Il collecte des articles de presse montrant Hitler donnant des discours chaque année au Bürgerbräukeller à Munich.
Derrière le podium se trouve un immense drapeau du parti nazi couvrant un pilier solide. Georg se rend à Munich, attend que le lieu soit vide, puis entre discrètement dans la salle. Il se rend derrière la scène pour obtenir les dimensions précises du pilier nécessaire à l'exécution de son plan. De retour dans la salle d'interrogatoire, Georg exprime son dégoût envers Hitler et ses politiques. Les salaires sont bas, les manifestants sont envoyés dans des camps de concentration, et les juifs sont discriminés à cause de leur foi. Georg ajoute qu'il y aura des conséquences aux actions d'Hitler, ce qui mènera à la chute de l'Allemagne. Après ce dernier round d'interrogatoire, sa confession dactylographiée est finalisée. Nebe est désormais convaincu que Georg a agi seul lors de l'attentat. Cependant, Müller croit toujours qu'il y a une vaste conspiration derrière l'attaque. Alors que les deux discutent de leur prochaine action, Georg supplie une secrétaire d'envoyer un message à Elsa et à sa famille. Il souhaite également présenter ses condoléances à la famille des victimes tuées dans l'explosion. La secrétaire remet alors une photo d'Elsa à Georg et lui demande de ne dire à personne qu'elle la lui a donnée. En voyant la photo, Georg se remémore le moment où Elsa a donné naissance à leur fils. Elle nomme même le bébé Georg et est prête à divorcer de son mari viol. Cependant, cela n'empêche pas Georg de poursuivre son plan. Il continue d'affiner ses compétences pour perfectionner l'exécution de l'attentat. Lors d'un essai, il place une bombe factice sur un arbre dans une zone reculée. L'explosion est massive et réduit entièrement l'arbre en morceaux. De retour dans le présent, un parlementaire fait irruption dans la salle d'interrogatoire et écrase à plusieurs reprises le visage de Georg sur la table après avoir entendu ses propos sur leur chef, Hitler. On découvre également que Nebe commence à douter des motivations des supérieurs du parti nazi, mais il n'ose pas agir. Le parlementaire ordonne alors à Nebe et Müller de tout faire pour découvrir qui a donné l'ordre à Georg. Sous la pression croissante, Georg est attaché et reçoit un hallucinogène secret, le pervitin. Les officiers demandent alors à un Georg sédaté qui a ordonné les attentats, mais ce dernier répète une fois de plus sa déclaration. Un peu plus tard, Georg sort de son hallucination et décide de changer de ton. Il reconnaît qu'il souhaite désormais corriger ses erreurs et se réintégrer dans la communauté allemande. Georg affirme que l'assassinat a échoué uniquement parce que ses motivations n'étaient pas correctes. Après cette déclaration, il est envoyé au camp de concentration de Dachau. 5 ans plus tard, Nebe est condamné à mort pour sa participation à une tentative d'assassinat contre Hitler. Il est exécuté par pendaison dans le camp de concentration de Dachau. Georg apprend le sort de Nebe grâce à Franz, un gardien de prison handicapé. Georg est surpris mais souhaite également savoir où se trouve Elsa, car il croit qu'elle est peut-être encore vivante quelque part. Bien que compatissant, Franz sait qu'il ne peut rien faire à ce sujet. Il donne simplement à Georg des partitions musicales à jouer sur sa sitar, un instrument de musique, en guise de remerciement. À la fin du film, Franz informe Georg que 100 000 personnes ont péri en une seule nuit après que l'Angleterre a détruit une de leurs villes. Georg le regrette, sachant que si sa stratégie avait réussi, cela aurait pu être évité. Peu de temps après, il est sorti de sa cellule par d'autres gardes, et Müller donne l'ordre de son exécution. Le film est basé sur des faits réels.